Alors, pour cette première séquence, cette deuxième séquence, ces données que vous n'utilisez pas encore, mais qui pourraient ou devraient vous intéresser, je vais demander donc à Nicolas Leclerc de l'IGN, à Vincent Haïtamar du ministère de l'écologie, à Rémi Marquier du CASD et à Philippe Rossello de me rejoindre sur scène, que j'arrête d'être toute seule. Venez. Bon, on fait moins bien que l'an dernier, hein. On a trop de garçons, hein. Vous avez eu du bol, on a failli vous acheter des perruques. C'est bien. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer donc avec l'utilisation de carte.gouv.fr, la nouvelle application, nouvelle plateforme de l'IGN. Qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est un géomaticien averti, comme ceux que est géomaticienne? Oui, alors c'est parti. Du coup, d'abord, je me présente rapidement. Je suis Nicolas Leclerc, je suis chargé de produit sur la partie géoplateforme socle et services de diffusion de géodonnées. Alors, quand on parle de géoplateforme et de carte.gouv, on en parle assez indifféremment à l'IGN. Ça désigne en fait les deux réalités d'un même projet de transformation, celle de la modernisation du système que vous connaissez sans doute aujourd'hui, sous la forme du site Géoportail grand public et du site Géoservice, plutôt à destination des professionnels. Rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation, Géoplateforme va désigner tout ce qui est moteur d'interaction avec les données et infrastructure d'hébergement de ces données-là. L'idée à retenir, puisqu'on fera l'ouverture là-dessus, c'est que cette infrastructure, contrairement à la précédente, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'IGN qui peut s'en servir pour téléverser et diffuser des données. N'importe quel acteur, public ou privé, peut venir demander la création d'un espace de travail pour y diffuser ses propres données cartographiques ou à visée cartographique. La partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le volet comment j'accède aux données depuis la nouvelle plateforme, le nouveau site internet qu'est carte.gouv. L'idée, c'est qu'on a profité de la modernisation du socle technique pour produire une interface d'accès et de visualisation aux géodonnées qui soit modernisée et revue. Alors, du coup, ça va ressembler un petit peu à la première présentation qu'on a eue. Le point d'entrée unique pour accéder aux... Ça veut dire que vous avez soigné le design. Alors, oui. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, on a essayé. Et avec chez nous un point, je ne sais pas si on peut appeler ça une contrainte, enfin, en tout cas un entrant qu'on se devait de respecter, qui était que tout est dans le titre, carte.gouv.fr, en tant que site en .gouv, se doit de respecter le design système de l'État français, DSFR pour les intimes. Et donc, il fallait qu'on cale nos interfaces en fonction de ce qui était prévu au niveau de ce design system et qu'on invente ce qui n'était pas prévu au niveau du design system, notamment l'interface de visualisation Carto. On en dira deux mots. Un catalogue, du coup, somme toute assez classique. Soit vous vous laissez inspirer et vous parcourez la liste des données qui sont disponibles. Vous avez aussi en haut, je ne sais pas si on voit bien sur la capture, un moteur de recherche, on va dire intuitif. Vous tapez un nom de données et il va vous faire un filtrage automatique sur ce qui correspond. Ou alors la version avancée dans le bandeau bleu, filtrage multicritère par producteur de données, par emprise, par format que vous recherchez, par thématique des données que vous souhaitez isoler. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, on a pris ici en exemple les cours d'eau sur le secteur de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Vous accédez à une fiche de métadonnées. Alors j'ai volontairement rabattu les rubriques de la fiche de métadonnées, c'est la partie haute de l'interface, où vous retrouvez là aussi des choses qu'on a vues tout à l'heure, le point de contact, qu'est-ce qu'on trouve dans cette donnée, quand est-ce qu'elle est mise à jour, selon quelle fréquence, selon quel principe, à quel point la fiche de métadonnées elle est complète ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie basse de cette fiche-là, avec directement au niveau de la fiche un accès à la donnée en visualisation Carto,
en visualisation attributaire, qui est l'onglet tableau que vous avez juste à côté, et vous pouvez faire directement de la data visualisation, les cours d'eau par statut, par nature, par état écologique, sous forme de graphique, de camembert, d'histogramme ou autre. Vous avez en partie basse, que je n'ai pas gardé à l'écran, un accès directement à la donnée. Cette donnée, elle est publiée sous forme de web service, elle est accessible sous forme de pré-paquet de téléchargement, elle a aussi potentiellement des données liées, fichiers de style ou autre. Vous avez directement en partie basse de cette fiche des accès à cette donnée. Une autre manière, que vous pouvez mobiliser dans carte.gouv dès aujourd'hui pour découvrir et afficher de la donnée, c'est directement depuis l'onglet carte, qui est pour l'instant au pluriel, même si on présente qu'un seul visualisateur Carto dans l'immédiat. Vous avez accès par le contrôle des couches et le petit catalogue qui est tout en haut à droite de l'interface que je vous ai conservé, l'accès au même catalogue de données, même moteur de recherche, classement par producteur, classement par thématique. Et là, vous accédez directement à la visualisation avec les représentations qui ont été prévues par le producteur. Ici, de mémoire, on est sur une visualisation par état écologique des cours d'eau. Et enfin, si vous avez besoin d'interagir avec cette donnée dans le cadre de votre SI en place, donc ici j'ai pris l'exemple d'un QGIS, vous pouvez bien entendu, puisqu'on est, bien sûr par hasard, vous pouvez, puisqu'on est sur de la publication de données sous forme de protocole web interopérable, directement retrouver ces données-là dans votre catalogue de couches, WMS, WFS, et les afficher dans votre QGIS. En guise d'ouverture, si cette petite intro est de se dire tiens, mes données sur une plateforme comme celle-là, c'est intéressant, et si moi j'ai envie de déposer mes propres données, comment je fais ? Donc essentiellement, techniquement, sur la partie, oui, purement technique, 3 vecteurs d'interaction avec la géoplateforme, une entrepôt, un SDK Python ou l'interface carte.gouv. Je n'ai pas présenté ce volet-là aujourd'hui, mais carte.gouv vous donne la possibilité, en mode clic-bouton, de venir déposer de la donnée, de lui renseigner une fiche de métadonnées et du coup de présenter l'ensemble dans le catalogue à l'ensemble des utilisateurs. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie qu'est-ce que ça me coûte, le rappel ou l'affichage ici de notre offre de service. Donc une offre découverte en mode bac à sable, vous n'êtes pas en production, enfin vous n'êtes pas sur un espace qui est considéré comme un espace de production puisque vous le partagez avec tous les utilisateurs de la géoplateforme, mais ça vous permet de tester les services, de voir qu'est-ce que ça suppose concrètement de mettre en ligne une donnée au travers de la géoplateforme. Si vous êtes convaincu, vous basculez sur une offre essentielle. Cette offre essentielle, elle est associée à un volume d'espace de stockage, une capacité à publier un certain nombre de couches. Et si ça ne suffit pas, vous avez ensuite une formule payante pour des volumes de couches plus importants, un nombre de couches plus important à publier et une consommation de ces données par les utilisateurs qui serait au-delà du seuil qui est fixé sur la formule essentielle gratuite. Je pense que j'ai fait un peu vite. J'ai tenu mes 10 minutes. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Ça laisse le temps de discuter un petit peu. Merci. Ça nous laisse quelques minutes pour prendre des questions. Alors, moi, j'en ai une pour l'Assemblée. Qui n'a, pour l'instant, pas du tout utilisé carte.gouv.fr ? Levez la main. Donc, cette présentation n'était pas inutile. Alors, oui ? Oui, bonjour. J'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, Florent Gravin de Camp to Camp. Voilà. J'ai une question. J'ai essayé d'utiliser la plateforme et en fait, j'étais un peu perdu au niveau du géoportail. Donc, quelle est la différence entre le visualisateur, les cartes dans carte.gouv et le géoportail, le lien et voilà. Alors, tout ce qui est géoportail, géoservice aujourd'hui, les données qui sont derrière sont servies par la géoplateforme. Mais tant que le cœur fonctionnel on est en train de développer côté carte.gouv n'est pas disponible,
on conserve les deux écosystèmes de sites web, c'est-à-dire l'ancien système qui est Géoportail plus Géoservice et le nouveau système qui est carte.gouv avec pour l'instant le visualisateur Carto de carte.gouv dans l'état technique où il se trouve à l'heure où on parle, sachant qu'on est sur un composant. J'ai sous-entendu quelque chose là-dessus qu'on a développé, ou en tout cas dont on a développé une partie pour le rendre conforme au DSFR. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, fonctionnellement, ce composant-là, il n'est pas au bout de sa chaîne de création pour proposer le fonctionnel qu'on avait côté Géoportail, notamment la partie je suis utilisateur, je peux dessiner sous forme de croquis des choses dans l'interface Géoportail et retrouver ces croquis-là. Une fois qu'on aura notamment du fonctionnel comme ça, on déclenchera une phase d'extinction de Géoportail pour remplacement par carte.gouv. Ok, merci. Et même question sur ma carte. macarteign.fr, il y a un visualisateur et il y a un catalogue. Oui. Du coup, il y a encore un autre écosystème. Alors, sur la partie outil MaCarte, le fonctionnel de cet outil-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de permettre là aussi à qui veut de venir créer ses propres cartes sous forme de carte web. Il y a effectivement là-dedans une référence aux données qui sont publiées anciennement sur Géoportail, désormais sur Géoplateforme. Donc, les données qui sont derrière sont les données de la Géoplateforme. Et il y a là aussi une trajectoire de convergence de cet outil MaCarte dans le portail carte.gouv. C'est-à-dire sous une forme ou sous une autre de récupération du fonctionnel que vous connaissez aujourd'hui dans MaCarte pour le retrouver dans quelque chose qui n'existe pas encore, mais directement dans carte.gouv. Donc carte.gouv, c'est vraiment le réceptacle de tout, c'est tout le front-end, en fait, si je comprends bien. L'idée, c'est effectivement là où on avait un certain nombre de services numériques éclatés à l'IGN sous forme de différentes appellations, de faire converger l'ensemble directement dans le portail de carte.gouv. Je vais anticiper la question si elle ne vient pas. Même topo sur l'espace collaboratif. C'est la même logique. Aujourd'hui, l'espace collaboratif, qui est un service numérique permettant d'éditer de la donnée en équipe, on va dire, à plusieurs, est un fonctionnel qui est amené à converger dans carte.gouv et dans la géoplateforme sur ses volets techniques. Ok, merci. Anne, une question. Alors, pendant que le micro arrive chez Anne, il y a des aspects calendrier, tu peux donner des indications. Moi, je sais que tout ne dépend pas de toi. Pas pour le moment. On se donne pas de date. On n'annonce pas de date. En gros, la seule chose qu'on est en mesure de dire à l'heure actuelle, c'est que vraisemblablement, c'est Géoportail qui va fermer en premier. D'accord. Mais on n'annoncera pas de calendrier de transition tant qu'on ne sera pas absolument, j'allais dire, dans nos murs sur carte.gouv, c'est-à-dire qu'on ne sera pas à l'ISO du fonctionnel dont on a besoin pour faire la passation des utilisateurs. D'accord. Anne. Oui, comme on est en Occitanie, et donc je voulais savoir, il y a un certain nombre de personnes dans la salle sans doute qui ont l'habitude d'aller chercher des données des services de l'État en Occitanie sur Picto Occitanie. Est-ce qu'à terme, du coup, dans un calendrier qu'on ne connaît peut-être pas encore, Picto Occitanie ou d'autres infrastructures dans d'autres régions équivalentes réservées aux données de services de l'État seront sur carte.gouv? On fait... Enfin, comment dire ? On n'a pas de ligne directrice là-dessus. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, aujourd'hui, on adresse et on accompagne à l'utilisation de Géoplateforme carte.gouv toute structure qui souhaite y venir. Mais on n'a pas de démarche proactive, typiquement pour aller sur un sujet tiers, mais qui va lui ressembler. L'arrêt de Carmen au niveau du MTE, DREAL et agence de l'eau ou autre, le ministère a proposé aux gens qui utilisaient Carmen, aux structures qui utilisaient Carmen, 3 outils pour basculer, Prodige, Géoplateforme et GeoIDE. Mais il n'y a pas eu à ma connaissance en tout cas, d'incitation forte à aller sur l'un plutôt que sur l'autre. Donc vient qui veut, mais on n'est pas dans
on n'est pas dans une démarche à marche forcée là-dessus, quoi. Voilà. Merci. Merci. Alors, vraiment une toute dernière, parce que ça va être très rapide. Alors, c'est parfait. Bonjour, Bertrand Treffel, DDTM 34. Juste une question rapide. Il est facile donc de générer des flux WMS en publiant nos données? Alors, facile, moi je sais plus ce qui est facile en ce moment. Ouais. Tout ça dépend de beaucoup de choses. Si vous envoyez de la donnée vecteur, concrètement aujourd'hui, oui, c'est facile parce que vous pouvez le faire au travers de carte.gouv, c'est-à-dire que vous êtes guidé étape par étape pour faire. En gros, de la partie téléversement de votre donnée de départ jusqu'à la publication du service final. Les volets qui sont moins faciles aujourd'hui parce que vous êtes obligé de passer par l'API pour faire, ou par le SDK, c'est tout ce qui va être dépôt de données autres que le vecteur, c'est-à-dire raster, c'est-à-dire LIDAR. Oui, ça va être principalement ces deux-là pour ou service de téléchargement si vous vouliez vous servir de la géoplateforme pour faire un service de téléchargement. Mais sur de la donnée vecteur, vous pouvez passer par l'interface. Donc, de mon point de vue, je prends le risque de dire que oui, c'est facile parce que c'est guidé. Merci beaucoup. Alors, on passe. Merci. Je pense qu'il y aura d'autres discussions à l'heure du déjeuner et pendant la pause. Vincent, là aussi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous vient de l'État, écologie.data.gouv.fr, un nouveau guichet conçu de façon un peu différente cette fois-ci. Oui, mais aussi en collaboration avec la géoplateforme, carte.gouv et les équipes notamment de Jonathan Renaud. Donc j'ai 10-15 minutes pour vous introduire nos travaux autour d'écologie.data.gouv qu'on présente traditionnellement comme le guichet national d'accès à la donnée environnementale. Je suis chef de projet sur cette plateforme depuis près de 2 ans. Et donc très brièvement, je vais quand même resituer l'Ecolab qui porte ce projet. Donc l'Ecolab, c'est un laboratoire d'innovation par la donnée au service des politiques portées par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Transition écologique et aligné également avec les actions du secrétariat général de la planification écologique. Il y a 2 leviers d'action au sein d'Ecolab. Un soutien aux startups à impact environnemental à travers la labellisation Green Tech Innovation, mais aussi une participation aux travaux de feuilles de route, publication aussi de référentiels, notamment sur l'IA Frugal, les actions du CNIJ, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la publication, en tout cas le déploiement d'espaces communs de données tels que écologie.data.gouv. Vous êtes un public déjà averti, mais je vais revenir quand même sur quelques besoins qui nous sont remontés avant d'aller et de vous présenter plus précisément la plateforme. Donc, au niveau national, on a des applications, notamment en lien avec les documents d'urbanisme. J'ai entendu qu'il y avait certaines agences qui sont présentes dans la salle. Donc, en lien, par exemple, avec l'application DocUrba, il y a cette volonté de pouvoir accéder territoire par territoire aux données qui sont utiles aux portées à connaissance sur l'urbanisme. On est ici sur des données qui sont connues. Il y a 1,5 million d'autorisations d'urbanisme qui sont instruites chaque année. Pour autant, au niveau national, c'est extrêmement difficile d'accéder territoire par territoire à ces données-là. Et donc, c'est un premier besoin qui nous a été remonté. Si on change d'acteur et qu'on regarde par exemple des métropoles, on a cette fois-ci, en lien avec les politiques du pôle ministériel, des services qui sont émergents, qui méritent d'être connus au niveau national. Et c'est le cas donc du CAC de plantabilité Métropole de Lyon qu'on a tendance à présenter régulièrement pour la qualité des travaux qui sont faits par la métropole. On change encore d'acteur, on passe au niveau des observatoires. On a rencontré donc l'observatoire de l'immobilier durable qui lui donc s'intéresse à qualifier les risques associés aux bâtiments en lien avec le changement climatique. Et donc cet observatoire-là a une mauvaise connaissance des données qui sont produites par les services de l'État. Ils sont venus vers nous en étant particulièrement intéressés par les données sur l'évolution du trait de côte. Donc ils ont trouvé un certain nombre de bases de données nationales sur notamment l'historique du trait de côte. Pour autant, des données prospectives sur l'évolution du trait de côte pour 2050-2100 sont un peu plus complexes à trouver. Il y a certains territoires pilotes qui ont produit de la donnée, mais pas partout en France. On n'a pas encore de base de données nationales. Donc c'est tout l'intérêt d'accéder notamment aux données de nos services déconcentrés. Je change encore un peu d'utilisateur, ou en tout cas de profil. Si on regarde cette fois-ci au niveau des indicateurs de transition écologique, là aussi en lien avec les observatoires, le RAR, donc le réseau des agences régionales de l'énergie et du climat, produit des indicateurs qui ont tout intérêt à être, disons, challengés au niveau national et au niveau territorial, notamment avec les travaux
du secrétariat général à la planification écologique. Et donc, dans ce contexte, nous, on a développé une offre de service, on développe une offre de service avec la plateforme écologie.data.gouv avec trois grands axes. Le premier, c'est de fournir un accès centralisé aux données environnementales. Donc, données environnementales produites par des services de l'État, donc les opérateurs, les services déconcentrés. On a fait un déploiement important l'année dernière pour le moissonnage des plateformes de données géographiques. Ce déploiement se poursuit avec quelques régions cette année. Deuxième point, donc, c'est fournir un accès à des indicateurs de référence pour la transition écologique. C'est un deuxième onglet que je vais vous présenter dans la plateforme, porté notamment co-construction avec les territoires, les directions générales et le secrétariat général à la planification écologique. Et le troisième point, et ça fait écho à ce qui avait été présenté à l'introduction, c'est pour s'assurer que la donnée, elle est accessible pour les bons usages, on a besoin de les documenter, et c'est notre approche par bouquet de données, qui vise à apporter du contexte à la réutilisation des données pour pouvoir savoir dans quelle mesure elles sont accessibles, facilement accessibles ou pas, mais aussi de donner une visibilité nationale à des initiatives locales qui méritent d'être répliquées. Donc les données, très brièvement, qu'on moissonne, qu'on récupère, donc les données des opérateurs, mais aussi des données statistiques, des données d'associations spécialisées. Aujourd'hui, on constate qu'on a une majorité de données qui proviennent de nos services déconcentrés dans les départements. Et pour préciser un peu nos champs d'action, ce que vous voyez en vous connectant sur écologie.data.gouv, c'est un front-end qui est développé au niveau d'un commun numérique, qu'on appelle l'UDATA Frontkit, qui est repris notamment par météo.data.gouv, mais on agit sur différents niveaux de la chaîne en fait, de catalogage de la donnée. Si vous regardez tout à gauche au niveau des catalogues sources, donc des portails thématiques ou des portails territoriaux, on a développé un outil qui permet d'appliquer des correctifs sur les métadonnées de catalogue GeoNetwork. Donc pour ceux que ça intéresse, qui sont notamment sensibles aux standards de métadonnées, donc ISO 1915, ISO 1939, je pourrais vous faire une démonstration plus tard dans la journée. Donc, ce catalogue-là, lui, permet d'améliorer l'interopérabilité de ces métadonnées-là et notamment pour nous de les récupérer ensuite sur la plateforme data.gouv qui est la base de le catalogue qui supporte en fait notre outil. On travaille bien entendu avec le projet des indicateurs territoriaux qui produit donc en co-construction avec les directions générales des indicateurs à la maille territoriale pour suivre les politiques de transition écologique. Et donc très brièvement, avant d'aller sur la partie démonstration, ce sont des indicateurs qui intègrent les besoins des COP régionales en lien avec les travaux du secrétariat général à la planification écologique. Ils sont déjà utilisés dans des outils opérationnels tels que Territoire en transition de l'ADEME. Donc si vous allez sur l'outil Territoire en transition, vous allez pouvoir voir l'historique, donc les séries temporelles associées à ces indicateurs-là. Et ils font l'objet d'une animation continue au niveau régional avec les référents des indicateurs au niveau des DREAL. Donc, je vais vous présenter la plateforme. Donc, on retrouve sur la plateforme est relativement simple. On retrouve les trois axes que j'ai mentionnés en termes d'offres de services. Donc, un onglet données, un onglet indicateurs, un onglet bouquet. Donc, dans l'onglet données, ici, un filtre par organisation, avec des organisations des services de l'État, des DDT, des associations spécialisées, des opérateurs tels que l'ADEME, des systèmes d'information sur l'eau aussi. Donc très varié en termes de thématiques. Vous allez retrouver une entrée par thématique Inspire pour pouvoir filtrer les données sur ces différentes thématiques-là qui sont bien connues du monde de la géomatique. On travaille énormément avec data.gouv pour faire évoluer son modèle de métadonnées, le rendre plus complet, permettre notamment donc l'intégration de métadonnées qui sont spécifiques au monde de la donnée géographique, des métadonnées notamment de généalogie, un travail aussi sur les différentes dates, donc exposition des différentes dates associées à ces fiches de métadonnées-là, et toujours un lien vers la fiche source qui sera dans tous les cas toujours la plus complète. Sur l'onglet indicateur, donc ça c'est quelque chose que je vous présente un peu en avance de phase, parce que c'est un travail qui émerge et donc qui a fait l'objet là aussi d'énormément de concertation sur le choix des indicateurs, les sources de données, et puis comment on les réexpose. Donc c'est un travail qui est porté également par les collabs. Les indicateurs ils sont présentés par thématique Francination verte, les différents enjeux, adaptation au changement climatique, l'atténuation, la biodiversité, les ressources, les leviers associés à les leviers de transition écologique que vous pourrez retrouver dans les documents Francination verte. Donc regardons un indicateur. Dans chaque indicateur, là aussi, on a une fiche de métadonnées qui est assez similaire à ce qu'on retrouve pour les données.
On va retrouver les enjeux, les thématiques, mais ce qui nous intéresse particulièrement, donc, c'est les unités, différentes mailles à laquelle cet indicateur est disponible, les axes auxquels on va pouvoir les requêter, donc les informations qu'on va y trouver. Et ces indicateurs-là, donc, notamment si on regarde au niveau de l'eau, eau souterraine, agriculture, l'eau de saumâtre en lien avec l'alimentation des canaux, etc. Et donc, ce qui nous intéresse aussi ici, du point de vue du réutilisateur, c'est comment accéder à ces données-là. Vous pouvez y accéder via un fichier à plat, donc là on est sur des informations qui sont tabulaires, ou en utilisant directement l'API donc portée par l'équipe de l'Ecolab qui produit ces indicateurs, qui met à disposition ces indicateurs. Les informations sur les sources de données sont également disponibles ici. Et je vais terminer ma présentation avec cette approche par les usages, c'est-à-dire que nous on fait le même constat que donc la personne qui a introduit la journée, c'est que on peut centraliser des données, on peut centraliser des indicateurs, mais ce qui compte, c'est cette approche itérative, faire en sorte que les données qui soient utiles soient accessibles ou disons qu'elles puissent être améliorées au regard d'usages qui sont déjà bien identifiés. Donc on a plusieurs typologies d'usages qu'on référence. J'en ai mentionné quelques-uns auparavant, notamment avec les documents d'urbanisme. L'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes a fait un premier travail de lister les jeux de données qui étaient pertinents à associer à un porté à connaissance de données d'urbanisme. Donc on en a un nombre important, plus de 170 informations qui ont été identifiées au-delà des classiques que sont les servitudes d'utilité publique. Vous allez retrouver ici ces informations-là, donc certaines associées à des données portées par donc des données produites au niveau régional par exemple, d'autres produites donc disponibles dans des bases de données nationales, notamment rediffusées par l'agence, par le système d'information sur l'eau. Et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a aujourd'hui vocation à affiner. On va itérer là encore avec différents services métiers, des bureaux d'études, pour bien s'assurer que les jeux de données présentés correspondent aux jeux de données de référence, et avec cet enjeu de pouvoir coupler ce bouquet-là, cloner ce bouquet-là sur l'ensemble du territoire pour faciliter l'accès territoire par territoire aux données qui sont utiles au PAC urbanisme, sachant que tout ce qu'on fait là, c'est porté par une API, donc ces données peuvent être accessibles via l'API qui est derrière ce bouquet de données-là. J'évoquais également les indicateurs territoriaux. Si on s'intéresse aux travaux de l'ADEME sur les indicateurs de la plateforme Territoire en transition, vous allez pouvoir de la même manière retrouver ici les différents secteurs qui ont été pris en compte et les différents indicateurs qui ont été choisis pour leur plateforme, en lien avec le levier d'action, dans le cas du transport des voyageurs, la réduction des déplacements, la fiche indicateur associée, pour pouvoir, là aussi, aller jusqu'au bout de, disons, la qualification de l'information qui a été réutilisée. Et je terminerai ma présentation avec notamment un autre cas d'usage, donc cette fois-ci, donc ce fameux CAC de plantabilité de la métropole de Lyon, qui a été construit, là aussi, avec des agents de la métropole, pour, disons, définir une démarche qui permet d'identifier le potentiel de plantabilité d'un arbre sur le territoire. Donc, démarche très vertueuse qui a été répliquée dans la métropole de Bordeaux avec succès, qui va être enrichie sur des cas d'usage dérivés en lien avec le bruit. Et nous, ce qui nous intéresse dans ces cas d'usage-là, c'est déjà de le faire savoir, mais aussi d'identifier tous les prérequis au niveau national à sa réplicabilité, à savoir quelles sont les données qui sont utiles. En particulier, ce cas d'usage-là, disons, requiert l'utilisation de données en accès restreint, pour lesquelles, au niveau national, on voit qu'il y a encore des questions sur le type d'animation à apporter pour faciliter le conventionnement et donc l'accès à ces jeux de données-là, produits par des opérateurs privés. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à nous faire des retours sur les indicateurs, les données qui sont remontées. Je vous invite à publier vos cas d'usage. Ça, c'est vraiment une partie qui vous est dédiée. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel, ne pas forcément publier ces bouquets-là. Si vous voulez mettre en avant des initiatives, vous pouvez les publier. Tous ces bouquets, vous pouvez les éditer de manière collaborative à partir d'une organisation data.gouv. Et donc voilà, preneur également de vos retours et puis de vos projets. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions? On a une question ici. Oui, bonjour, Florian Boré, chargé de mission SIG à Lunel Aglo.
Moi, j'ai une question. Vous présentez un peu tout votre travail d'agrégation de la donnée, de centralisation et d'accompagnement de cette démarche. Aujourd'hui, je ne vois pas apparaître la notion de standard de la donnée. Comment vous arrivez à agréger toutes ces données à l'échelle nationale et à faire finalement un produit global national? Alors, il y a plusieurs niveaux de standards. Nous, premier niveau, au niveau de la centralisation, ce qui nous intéresse, c'est le standard des métadonnées. Et ça, on se rend compte que, notamment pour ce qui est des plateformes de données géographiques, donc on a un SPIR, on va avoir ISO 1915, ISO 1939, disons, l'interprétation de ces standards-là, il y a une marge de manœuvre. Et donc, la conséquence de ça, c'est que, notamment, quand on fait de l'interopérabilité entre des plateformes, disons, de technologies différentes, on va avoir des pertes de métadonnées. Donc, nous, c'est le premier constat qu'on a fait dans le rapport sur le moissonnage. C'est la raison pour laquelle on a décidé de dire, voilà, nous, notre convertisseur de référence entre l'ISO et le GeoDKTP, qui est, disons, qui va au-delà, en fait, de la sphère de données géographiques, c'est le convertisseur du CEMIC, qui est un groupe de travail porté par la Commission européenne. Donc ça, c'est notre référence. Et à partir de là, on s'appuie sur le référentiel du CNIJ et on observe donc les différentes fiches de métadonnées. On fait le constat que certaines balises manquent et qui sont nécessaires pour cette interopérabilité-là. Et donc, on a développé cet outil isomorphe qui permet d'appliquer ces correctifs. Si vous vous intéressez, je peux vous faire une démonstration un peu plus tard. Ce qui veut dire que vraiment, nous, notre enjeu, derrière ça, c'est d'harmoniser la façon dont les métadonnées sont structurées. Donc, on ne change pas l'information, on change la structure des métadonnées pour en favoriser l'interopérabilité. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, au niveau des standards de données. Aujourd'hui, dans data.gouv, on a regardé dans les métadonnées, les jeux de données associés à des standards, c'est 0,07%. Donc, en fait, on fait le constat que c'est une information qui est relativement invisibilisée. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est, voilà, est-ce que, a priori, ça ne vient pas forcément d'une perte de métadonnées. Et donc, on gagnerait collectivement déjà à mieux renseigner cette information-là. C'est le premier point. Et le deuxième point, le retour qu'on a du CNIJ, c'est également un défaut de capacité à instruire les besoins au niveau de la standardisation. Et c'est là aussi notre entrée par les usages a la vocation à, disons, prioriser, dire voilà, là on a un enjeu national, besoin avec une diversité dans la production des données, donc un enjeu là aussi de standardisation. Voilà, ça c'est effectivement un des développements qu'on voit aujourd'hui. Je vais faire très rapidement. Très court, juste aussi par rapport aux standards. Tout ce qui est bouquet, indicateur, est-ce que c'est par défaut dans DataGouv? Est-ce que c'est décrit par des fiches de métadonnées aussi qui sont de l'ISO ou est-ce que c'est complètement. Ok, d'accord. Complètement. Aujourd'hui, on s'appuie sur le modèle DataGouv qu'on fait évoluer vers notamment les standards de la donnée géo. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Alors, Rémi, là-bas, là-bas, allez. Alors, là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce centre d'accès sécurisé aux données, ce CASD? Qui connaît dans la salle le CASD? Donc ça veut dire que tous les autres ne connaissent pas. C'est ça, mais c'est bien, il y en a qui connaissent quand même. Hein, eh bien, tu n'es pas venu pour rien. Voilà. On t'écoute. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter un peu des aspects sécurisation de données. Donc là, vraiment, on se situe plutôt en amont de la diffusion. Donc le CASD, c'est un dispositif technique qui s'inscrit dans une gouvernance plus globale d'accès à des données confidentielles. Alors, confidentielles, de quoi on parle? C'est des données qui sont protégées par un secret édicté par la loi. Donc, on connaît tous le secret médical, c'est pas le seul. Le secret des affaires, il y a le secret fiscal, le secret statistique ou d'autres encore. Et donc, on se situe, nous, à l'échelle individuelle, enfin vraiment les personnes, les entreprises, plutôt dans les sciences humaines, en très grosse majorité. Donc, sciences humaines, c'est vraiment une façon générale, hein, c'est-à-dire économique, démographique, médicale, de santé, éducation, ou démographique, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, ces données ont beau être protégées par un secret, il y a quand même moyen d'y accéder d'une certaine façon pour des finalités bien définies. Donc, pour paraphraser la présentation de Lorraine Azy tout à l'heure, donc là, étant donné que c'est des données qui concernent absolument tout le monde, hein, vous êtes tous concernés par les données qui sont hébergées au CASD, 70 millions de personnes. Toutes les entreprises sont concernées également. Vous êtes forcément dans une ou l'autre base de données, hein, ne serait-ce que pour les moins jeunes d'entre vous, les impôts. Vous êtes tous allés voir le médecin au moins une fois les 5 dernières années, je pense. Donc, à un moment donné, vous vous retrouverez dedans. Bon,
ne peut pas fusionner les données non plus de façon sauvage comme ça, je vous rassure. On est là pour assurer le bon usage de ces données. Alors le CASD, donc il y a quelques personnes qui connaissent ici, mais donc c'est un projet qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est une émanation de l'INSEE, pour faire simple, plus précisément du groupement des écoles nationales d'économie et statistique, et qui a bénéficié d'un coup de pouce financier dans les plans d'investissement d'avenir, où la contrepartie, c'était d'en faire un organisme autonome au bout du financement. Donc c'est pour ça que c'est devenu un groupement d'intérêt public il y a à peu près 5 ans. Donc c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe toujours historiquement donc le GNES pour le groupement des écoles, l'INSEE, également le CNRS, l'école polytechnique, HEC Paris. Il y a un petit Larsen, je ne sais pas si c'est pas un peu pénible pour... Ah, peut-être en écartant. Je pense que là c'est... Ouais. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc l'école polytechnique, et puis depuis 2 ans maintenant, la Banque de France aussi fait partie des administrateurs du GIP. Donc la mission principale, c'est de mettre en œuvre des services d'accès sécurisé et de traitement de la donnée à des fins non lucratives. Alors c'est important, le non lucratif, pour la recherche scientifique, pour l'évaluation de politiques publiques. Ouais. Désolé pour le problème technique. Ah oui, là c'est mieux. Merci. Pour l'évaluation et également pour l'innovation. Donc là, ça, c'est vraiment la mission principale du GIP. La mission secondaire, c'est de valoriser la technologie auprès du secteur privé. On a quand même quelques acteurs privés qui font appel à nous pour sécuriser les traitements quand ils veulent partager de la donnée. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'assurer de la sécurisation au maximum. Donc pour brosser le tableau final sur de quoi on parle en termes de données sensibles, confidentielles, la plupart sont fournies par des administrations, qu'elles soient au niveau national ou au niveau local. Donc vous avez le fichier brut tout en haut. Celui-là, il est complètement secret. Donc là, vous avez vraiment l'identité des personnes. Donc là, ce sont des données fictives, je vous rassure. Ça pourrait être tiré de la base tout-salarié de l'INSEE, qui est issue des déclarations sociales nominatives des entreprises. Donc vous avez Paul Dupont, qui habite dans la rue Albert Camus, à Orsay, qui a un salaire de 45 000 € annuel, qui est gardien, et on a son employeur. Voilà, ça, évidemment, c'est totalement non diffusable. Tout en bas, vous avez la diffusion publique, où là, il n'y a aucun secret qui encadre quoi que ce soit. Donc vous voyez, on a tellement dégradé l'information, on reste toujours au niveau de l'individu, mais on ne peut pas réidentifier une personne. En fait, le but, c'est vraiment de ne pas réidentifier les personnes. Et entre les deux, vous avez un petit gradient, pour reprendre la terminologie européenne. Donc vous avez les FPR, les fichiers de production et de recherche, Scientific Use Files. Vous avez un peu dégradé la donnée, mais pas trop. Là, vous avez quand même le SIRET de l'employeur, vous avez le salaire de la personne. Et puis, donc là, on dit qu'on anonymise avec un faible risque de réidentification. Et puis, vous avez encore au-dessus le niveau CASD, où on pseudonymise seulement, c'est-à-dire on enlève juste les identifiants directs. Donc ici, le nom, prénom, le numéro de téléphone. Le reste des données d'intérêt sont toujours là. Donc là, le risque de réidentification est très fort. Il y a eu pas mal de tests qui ont été faits empiriques sur des données hospitalières notamment, où il est extrêmement facile de retrouver quelqu'un de façon sûre et certaine dans une base de données d'un hôpital, avec toutes les informations qui vont avec. Voilà, donc quand vous faites appel à une administration en disant voilà, ça serait bien de partager vos données avec des chercheurs ou avec des évaluateurs ou des organismes, ils vous regardent avec des gros yeux en disant bon, d'une part, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et puis d'autre part, qu'est-ce qui nous assure qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec ces données ? Donc là, vous devez apporter des gages de sécurité qui sont extrêmement forts. Donc nous, au CASD, donc on propose, quand je disais la solution technique, donc la solution technique, ça veut dire que vous vous connectez au serveur du CASD, c'est des accès distants aux données de traitement, vous vous connectez avec vos empreintes digitales. On n'est pas sur le simple login mot de passe, et c'est vraiment des personnes physiques qui sont habilitées à accéder aux données, ce n'est pas des organisations. Évidemment, les personnes font partie d'une organisation, donc ça pose pas mal de questions juridiques en termes de responsabilité de traitement. Rompre un secret, c'est passible de poursuite pénale. Donc, si vous faites n'importe quoi avec les données, c'est la prison. Sans aller faire ces extrêmes-là, il peut y avoir des très lourdes amendes. Tous les utilisateurs de la solution CASD doivent être sensibilisés à la protection des données. C'est une séance qui dure 2-3 heures. Avant qu'on remette une carte à puce, qu'on prenne vos empreintes digitales
Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace de travail. Là-dessus aussi, c'est pas tout d'avoir accès à des données, il faut avoir aussi accès à des outils et de la puissance de calcul. Donc nous, on fournit un socle logiciel, une quarantaine sur le traitement de la donnée. C'est les logiciels usuels de la statistique, c'est R, c'est Python, c'est SAS, c'est Stata. On peut avoir un peu de cartographie. Si vous avez des besoins un peu exotiques, d'autres logiciels faits maison ou autres, et que vous avez la licence d'utilisation, on peut vous l'installer, moyennant une petite étude de sécurité préalable. En gros, tout est paramétrable. Alors voilà nos certifications de sécurité, donc évidemment le RGPD, toutes les certifications internationales sur le management de la sécurité de l'information et de la protection des données personnelles. On est également certifié hébergeur de données de santé, on est homologué au référentiel de sécurité des données de santé, on réalise des audits techniques réguliers. Ceinture bretelle, on arrive globalement à assurer la sécurité de bout en bout. En termes de gouvernance, donc le CASD vraiment est au milieu entre les producteurs de données et les utilisateurs finaux. Donc le CASD, ce qui est très important, c'est qu'il n'est jamais propriétaire des données. C'est toujours le producteur qui est propriétaire. On est en co-responsabilité de traitement. Donc c'est le producteur qui va donner l'habilitation d'accéder à des données, l'utilisateur qui va s'engager à respecter des finalités, nous on va contrôler ce qu'il fait, et le CASD qui est au milieu, qui offre la solution d'accès distant. L'utilisateur va pouvoir voir les données, va pouvoir les traiter, et après va pouvoir sortir des résultats. Mais il y a des contraintes pour les sorties de résultats. Pour l'autorisation elle-même, donc le cas général, c'est l'autorisation du producteur de données après l'avis du comité du secret statistique, qui peut lever le secret qui entoure les données. Et l'autorisation finale est délivrée par l'administration des archives nationales de France. Pour les données de santé, là, il y a des démarches spécifiques à faire auprès de la CNIL. Il y a toute une section de la loi informatique et liberté qui concerne les données de santé. Si vous voulez faire des appariements, faire matcher des données personnelles pour élargir vos champs d'études, typiquement l'accessibilité des territoires de santé en fonction du niveau de vie des personnes, là, il faut faire une analyse de risque. Il va falloir récupérer les noms, les prénoms, les identifiants des personnes ou le sacro-saint numéro de sécurité sociale. Là, il faudra faire appel à un tiers de confiance. Ce n'est pas vous qui aurez accès aux noms, prénoms, c'est nous qui allons faire l'appariement pour vous et vous délivrer le résultat de l'appariement au final. Et nous, donc, outre la solution technique, on vérifie toute la conformité avant d'ouvrir les accès. On accompagne également parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et puis tout le monde n'est pas spécialiste de la protection des données. Concrètement, donc, on a un portail d'accès, vous avez un catalogue, vous signez un premier engagement de confidentialité, vous décrivez votre projet, les finalités précises, pourquoi vous voulez accéder à telle et telle et telle et telle donnée, qui va participer à la recherche, et c'est envoyé directement au producteur de données, enfin le dossier est envoyé au producteur avec un S, et au comité du secret statistique qui pourront se prononcer dans une instance collégiale pour délivrer l'autorisation. Donc voilà quelques producteurs de données très rapidement. Donc on a quasiment tous les ministères qui nous fournissent des données. On a également, donc en termes de très grosses bases de données, toutes les caisses de sécurité sociale, que ce soit les allocations familiales, l'assurance maladie, on peut avoir la CNAV. Et puis on a des données relatives aux hôpitaux ou à d'autres données de santé. Également quelques données locales. Voilà le dispositif. Donc on vous fournit un boîtier d'accès. Voilà, c'est vraiment, on vous le loue. Vous branchez un clavier, une souris, un écran dessus, et c'est tout. C'est pas une box qu'on relie à un ordinateur portable. C'est vraiment un ordinateur à part entière, mais il ne contient pas de données. Il y a un lecteur de carte qu'on ne voit pas. Ça, c'est votre carte personnelle. Lecteur d'empreintes digitales, vous vous connectez et ça va chercher sur nos serveurs en direct. Les serveurs sont hébergés tous en France. Je précise juste très rapidement aussi que le CASD ne fait appel à aucun sous-traitant. Les serveurs sont à nous. C'est nous qui les maintenons, c'est nous qui les installons, c'est nous qui faisons tout leur cycle de vie. La machine est construite par nous. Elle a été designée par le CASD et a fait l'objet de pas mal de recherche et développement. Donc voilà, ça c'est le principe général. Donc évidemment, vous avez accès que aux données desquelles vous avez eu l'autorisation. Pour
importer d'autres éléments dans l'environnement, parce que ce n'est pas relié à Internet, hein, les serveurs, là, vous êtes vraiment dans un environnement totalement clos. Pour importer des données dans l'environnement, il faut faire appel à nous. Nous, on va vérifier qu'il n'y a pas de données confidentielles supplémentaires qui seraient incompatibles avec le projet de recherche avant de les insérer. Pour exporter des résultats, une fois que vous avez fait tous vos traitements, vous voulez les diffuser, écrire un article. Vous pouvez écrire l'article dans la bulle, hein, mais si vous voulez les diffuser de façon plus large, sous forme de cubes, par exemple, c'est pareil, on les sort pas comme ça directement sur une clé USB, hein, c'est pas possible. Donc nous, on va vérifier que les secrets sont bien protégés. Alors, c'est pas le secret intellectuel, hein, c'est pas, vos travaux, c'est vos travaux. Nous, on juge pas dessus de la pertinence de quoi que ce soit. Par contre, on va vérifier que les résultats sont totalement anonymes, qu'on peut pas retrouver des personnes. Et pour ça, donc les producteurs de données nous ont chacun donné des règles. La règle typique, c'est pas moins de 5 personnes dans une case de tableau. Et nous, on va vérifier tout ça avant de vous délivrer votre sortie de résultat. Voilà, donc ça, c'est un peu de répétition. Juste en quelques chiffres, donc en 2024, on a hébergé 700 projets de recherche. Les 2 tiers travaillent sur des sources de producteurs différents, donc on est vraiment on sort de la logique de silo. Dans une logique de décloisonnement, on a 1800 utilisateurs actifs, donc on est toujours plutôt en pleine croissance, hein. On a plus de 600 sources de données et on a pu vérifier en une année 6000 sorties de résultats. La vérification est humaine. Ce n'est pas une machine qui passe derrière. Bon, après, pour les appariements, bon, là, je pense que j'ai plus le temps de vous dire, mais je vous ai dit qu'il y avait un tiers de confiance. Ça, c'est un petit schéma d'appariement sur des données de santé. On voit que ça, tout de suite, ça peut un peu se complexifier. Et voilà, juste des exemples de quelques projets dans des domaines divers et variés. Hein. Donc après, tout est disponible sur le site Internet, cette fois, du CASD, et pas dans une bulle sécurisée. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à la fois passionnant et quelque part rassurant. Bon, après, on se dit que ça ne doit pas être très simple. Ça prend un peu de temps de passer par le CASD, si j'ai bien compris. Serge. Alors Serge, c'est toi qui nous a donné l'idée, puisque tu participes au groupe de travail, de faire intervenir Rémi. Pourquoi ? Parce que, alors, déjà, je connais au moins 2 utilisateurs ou ex-utilisateurs dans la salle du service. Donc, s'il y a des questions pour les utilisateurs, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils témoignent de leur utilisation rapidement, ce qu'ils trouvent bien ou moins bien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quelquefois, alors quand on est ayant droit d'une donnée un peu complexe, alors nous, par exemple, c'est les données Philocom, la base Philocom, où il y a effectivement tout un secret statistique. Avant, on travaillait directement avec les services de l'État qui gèrent cette donnée-là, et c'était assez compliqué. Là, la démarche, elle paraît complexe, mais elle n'est pas tant que ça, en fait, au niveau administratif. À partir du moment où vous êtes ayant droit, voilà, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est, j'imagine, le jeune thésard qui arrive et qui dit « je veux un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça ». Là, ça devient plus compliqué, quoi. Voilà, après, il faut qu'il s'inscrive dans la démarche si elle existe déjà dans son organisme. Mais ce qui était intéressant, effectivement, c'est que c'est pas si compliqué, c'est pas très cher. On part sur quelque chose d'assez terre à terre. Et techniquement, par contre, il faut qu'il y ait quand même des gens qui sachent travailler avec du SQL, avec certains langages, etc. Et c'est sécurisant pour les citoyens, entre guillemets, mais c'est aussi sécurisant pour les utilisateurs, parce qu'à partir du moment où, chez nous, c'est Vincent a sorti les données, par rapport au RGPD, par exemple, on est tranquille, on sait qu'on est dans les clous, parce que quelqu'un de compétent a vérifié pour nous que les données qu'on utilise, il n'y a pas de problème avec. Donc rien que ça, déjà, c'est très rassurant quand on est responsable, par exemple, du traitement des données dans son organisme. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Malheureusement, l'heure tourne, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre un autre témoignage. Mais alors, ceux qui utilisent le CASD dans la salle, levez la main. Donc, voilà. Bon, ce sera une petite remarque juste avant qu'on clôture. Ça vous semble fidèle à ce que vous vivez ? Ok, très bien. Pareil ? Une petite remarque ou ça vous semble fidèle à ce que vous vivez ? Oui, non, tout ce que je voulais signaler, c'est que le CASD, c'est un environnement technique, mais ils font aussi un accompagnement avec des webinaires qui sont au niveau de la donnée, au niveau des outils techniques, qui sont bien ciblés sur notre travail. Donc, on est un petit peu accompagné, et ça, je tenais à le signaler. Ouais.
Ok, merci beaucoup. Merci Rémi. Donc de toute façon, vous restez dans le coin. Je pense qu'il y aura des questions à la pause. Merci. Alors, autre type de données qui intéresse de plus en plus de monde, c'est les données météo. Alors, à Saint-Mandé, il y a un bâtiment où il y a Météo France et l'IGN l'un en face de l'autre. Mais on a toujours du mal à avoir des gens qui viennent parler de données météo. C'est bien dommage. Alors, heureusement que tu es là, Philippe, parce que toi, tu les utilises. Pour montrer justement un exemple d'usage, comment est-ce que ça peut enrichir la palette aujourd'hui du géomaticien qui s'interroge sur ces données territorialisées, territoriales. Eh bien, merci Françoise de me donner la parole. Merci d'avoir souligné que j'étais le remplaçant aussi. C'est gentil. Mais tu n'es pas le remplaçant. C'est juste que on bute et je suis désolée de le dire et je le dis à voix haute et je le dis devant tout le monde. Si quelqu'un a un jour des connexions particulières, on est preneur. On a exactement le même problème pour les géodatabases. On a toujours du mal à faire parler les gens du monde de la météo, ce qui viennent prendre la parole dans des arènes liées à l'information géographique. Allez, je vais en parler un petit peu. Tu es un bon passeur. Donc, Philippe Rossello, géographaire, qui a un bureau d'études spécialisé en analyse spatiale et prospective. Et là, je vais vous parler donc de cet usage de données. Alors, au début, c'était juste données météo. Je vais dire quelques mots aussi sur des données climatiques. Mais là, c'est l'usage de données climatiques et météorologiques pour évaluer les risques physiques pesant sur les infrastructures de transport. En fait, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est cette vulnérabilité des infrastructures de transport face au changement climatique. Donc, simplement quelques mots sur cette étude. En fait, si vous voulez, c'est la région, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la DREAL PACA qui ont demandé au CEREMA de mesurer, d'évaluer cette vulnérabilité des infrastructures de transport. Que ce soit une autoroute, une voie ferroviaire, un pont, etc. Et le CEREMA a fait appel à des partenaires, Hydroclimat, le BRGM et Géographer. Et si vous voulez, il y a différentes étapes qui sont à franchir, on va le voir, mais l'idée déjà c'est d'enrichir les connaissances, je ne vais pas tout lire, enrichir les connaissances sur la vulnérabilité des infrastructures de transport, d'intérêt régional et national. Ça veut dire que ça n'inclut pas l'ensemble des infrastructures. C'est embarquer les gestionnaires d'infrastructures dans l'adaptation au changement climatique, sachant qu'aujourd'hui, ils gèrent leurs infrastructures, on les appelle des gestionnaires, ils gèrent leurs infrastructures, mais ils n'ont aucune idée de la vulnérabilité de leur infrastructure face au changement climatique. Établir un plan d'action aussi, d'adaptation avec l'ensemble des gestionnaires, et adapter les politiques publiques relatives au transport de l'État et de la région, et enfin diffuser la connaissance, diffusion de la connaissance aux acteurs du territoire. Donc si vous voulez que ça soit les canicules, canicules, vagues de chaleur, les incendies, les pluies intenses, les épisodes méditerranéens que vous connaissez si bien dans votre région, quels seront les impacts de ces événements climatiques sur les infrastructures ? À différents horizons, entre aujourd'hui et 2050, on va jusqu'en 2100, et même les gestionnaires nous demandaient d'aller au-delà de 2100, mais bien sûr, avec toutes les incertitudes liées aux projections climatiques, c'est très difficile d'aller, déjà 2100 c'est beaucoup, au-delà c'est encore plus difficile. Juste une carte ici pour vous rappeler, vous la connaissez, cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais un petit peu, on a un relief, on a ces Alpes du Sud, avec des sommets qui dépassent les 4000 mètres d'altitude. Et finalement, on a tout le panel de paysages que l'on peut connaître, du littoral jusqu'à la haute montagne, avec l'arrière-pays, donc à la fois des villes sur le littoral, des espaces protégés sur le littoral, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'on est finalement confronté dans cette région à des aléas climatiques très différents, donc du littoral jusqu'à la montagne.
Là, juste deux diapos avec 2 cartes, des exemples d'infrastructures routières qui ont été retenues dans le cadre de l'étude. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui est les autoroutes, routes nationales, ce qu'on appelle les itinéraires régionaux structurants, par exemple, avec ces infrastructures qui dépendent de l'État ou de la région. Donc c'est bien sur ces infrastructures que l'on va travailler. Alors cette étude a commencé en fin août de l'année dernière pour 2 ans, alors même un petit peu plus de 2 ans. Voilà. Donc là, il y a les infrastructures routières, vous avez vu, les infrastructures ferroviaires, mais il y a aussi les infrastructures aéroportuaires, et fluvio-maritimes. Voilà. Donc ça veut dire, je reprends ces 2 cartes, il y a quand même un riche réseau. Et pourtant, il n'y a pas l'ensemble du réseau régional qui est concerné. Alors, face à ce changement climatique, 3 niveaux de réchauffement au niveau mondial ont été retenus, donc avec un horizon 2030, 2050 et 2100. Et vous voyez qu'on est en fait sur les niveaux de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC. Donc on est à plus 4 degrés. En 2100, en moyenne à l'échelle nationale, c'est-à-dire un petit peu plus dans votre région et un petit peu plus dans la mienne. Donc voilà, avec ce qu'on appelle des stress tests, on va on va déjà étudier les projections climatiques et on va regarder, est-ce qu'il y a une année particulièrement chaude en 2050 par exemple, ou une année ou une saison particulièrement pluvieuse en 2034, en regardant les impacts possibles sur les infrastructures. Alors, quels aléas climatiques sont étudiés ? Vous voyez là à l'écran, il y a des évolutions qu'on appelle tendancielles, alors avec la température, par exemple, l'évapotranspiration, et puis il y a aussi les extrêmes, donc avec les inondations, par exemple, et tout ce qui touche aux crues, remontées de nappes, les submersions marines, les avalanches, etc. Et donc, sur ce climat futur, c'est essentiellement Hydroclimat qui travaille sur le sujet. Et donc là, c'est de la modélisation, si vous voulez. De la modélisation. Et vous voyez, quand on se sert des projections climatiques, notamment de DRIAS et d'Explore 2, qui sont à une résolution spatiale de 8 km sur 8, des mailles de 8 km sur 8. Donc, à la fois, quand on a des projections climatiques à cette maille-là, c'est très intéressant, parce que derrière, il y a toute la complexité, il y a toutes les connaissances scientifiques qui se cachent derrière cette donnée. Mais donc, Hydroclimat, s'applique à une descente d'échelle pour que les résultats soient disponibles à 1 km de résolution spatiale. On pourrait descendre même en dessous, avoir une meilleure résolution spatiale encore, mais on a considéré que déjà 1 km, c'était intéressant, en tout cas pour ces questions d'infrastructure. Donc, modélisation pour ces aléas climatiques, aussi la production d'indicateurs utiles aux gestionnaires pour qu'ils puissent finalement savoir si leur infrastructure est et sera vulnérable à l'avenir. Alors, vous noterez une chose, juste entre parenthèses, c'est pas entre parenthèses, mais je tenais à en parler aussi, il y a des réunions qui ont eu lieu depuis septembre avec les gestionnaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à évaluer la vulnérabilité de l'infrastructure. Et finalement, si on dépasse 40 degrés, quelle est la vulnérabilité d'une autoroute, d'une voie ferrée ? Est-ce que si on a 40 degrés pendant 10 jours, qu'est-ce qui se passe ? S'il pleut pendant plusieurs jours, pendant 10 jours modérément, et d'un seul coup, il pleut pendant 2-3 jours des quantités de pluie importantes, quel est aussi cet impact-là ? En fait, ils sont vraiment incapables de le dire. Et par contre, ils peuvent quand même se reporter au passé, à ce qui s'est passé finalement dans ce passé, et puis avoir quelques références. Mais finalement, avec les valeurs inédites que l'on va avoir avec le changement climatique, eh bien, cette connaissance-là est beaucoup plus floue. Sur la modélisation, pour finir, l'accent est mis sur la fiabilité des projections, leur pertinence au regard des besoins, donc de la région et de l'Adréal, mais surtout des gestionnaires, avec l'identification de seuils dont je viens de vous parler. Ensuite, il y a les données météorologiques.
D'accord ? Donc c'est un petit peu là le cœur de ma présentation, mais ça va aller vite. On va regarder finalement ce qui s'est passé dans le passé en regardant toutes les archives des stations météo de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc l'idée, dans un premier temps, est de regarder ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Parce que quand on parle de climat, vous savez que c'est sur 30 ans. Voire sur 20 ans au minimum, et sur 10 ans, on est simplement sur des tendances. Donc, regardez ce qui s'est passé ces 30 dernières années sur l'ensemble des stations météo du territoire. Et pour quelques stations, parce qu'on a des archives qui remontent à plus loin, comme Marseille par exemple, on va regarder, donc Briançon, Marseille par exemple, et à Nice, on peut remonter plus loin, donc et quasiment à 100 ans, par exemple pour Marseille. Donc, on va regarder là ce qui va se passer. Donc, exploration des archives météo de Météo France, avec les données qui sont disponibles à tous. Vous voyez, il y a l'adresse URL. On va aussi, au-delà, donc, si vous voulez, donc, je vais revenir là-dessus quand même. On va traiter les données observées en les reliant à des événements répertoriés. C'est-à-dire qu'on va chercher dans la presse, on va chercher dans la littérature, on va chercher auprès des différentes collectivités quels sont les événements du passé qui ont causé des dégâts. Donc ça, c'est le CEREMA qui s'occupe de ça. Et on va relier, en fait, ces dégâts-là, ces événements-là, à des données météorologiques, donc sur le lieu en question, mais aussi autour. Et on va regarder un petit peu quelle quantité de pluie pour quels dégâts, par exemple. Avec cette évolution aussi de la vulnérabilité des territoires en fonction de l'urbanisation, par exemple. Mais au-delà de la donnée, on va aussi explorer les cartes de vigilance orange et rouge de Météo France. On va regarder leur évolution et on va aussi s'interroger, et on va parler là avec Météo France pour savoir si finalement ces cartes de vigilance doivent évoluer dans le futur. À partir de quand, dans le futur, on déclenchera une vigilance orange ou rouge. Et puis aussi identifier les risques naturels en montagne. Voilà. Alors, ça, j'avais prévu justement d'avoir très peu de temps à la fin, en plus passant à la fin des présentations. Mais vous pourrez voir, ici on applique en fait dans cette étude une méthodologie de référence qui s'appelle approche systémique d'adaptation des infrastructures de transport. Donc c'est une méthodologie classique, si vous voulez, donc du cadrage au diagnostic, enfin au plan d'adaptation en passant par le diagnostic. Et nous, on l'adapte donc aux besoins et aux objectifs de l'étude. Et là, on retrouve un petit peu tout ce que j'ai dit, donc l'étude des aléas, leur niveau actuel et futur, la collecte des données d'infrastructures et on les homogénise, la quantification de la vulnérabilité physique, mais aussi fonctionnelle des infrastructures. Donc, vous voyez, et puis ça va passer par une chose importante aussi, et ça va faire écho à ce qui s'est dit ce matin. Vous voyez, on va synthétiser le risque climatique et on va aussi passer par des récits climatiques pour que ça soit accessible, le plus accessible possible aux gestionnaires, mais aussi aux décideurs, mais finalement aussi à toute personne qui accédera aux résultats de l'étude. Et finalement aussi, la finalité, c'est cette étude du risque territorial, faire le lien avec les enjeux présents sur le territoire, les enjeux présents mais futurs d'ailleurs, j'aurais dû marquer, par exemple, l'infrastructure, à partir du moment où il y a un événement, quelles conséquences pour le tourisme, quelles conséquences pour l'économie en général, l'alimentation, etc. Et j'ai fini. Merci. Voilà, ils sont mal barrés. Vous êtes mal barrés. Non, mais c'est un sujet difficile. Voilà, ouais. C'est un sujet difficile, mais qui est important. Mais c'est vraiment typique. Je pense que, je suis désolée, on t'a demandé de nous présenter ça de façon hyper rapide, mais je trouve que ce que tu présentes est très emblématique des problématiques qu'on va avoir de plus en plus à traiter. Il va falloir aller chercher des trucs auxquels on ne pensait pas forcément, se poser des questions qu'on ne pensait pas se poser devant un système d'information géographique ou devant un tableau de bord avant. On prend le temps d'une petite question. Alors moi j'ai une question, j'en profite vu que j'ai le micro. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que ces données sont accessibles au public ? Les résultats ? Les résultats, oui. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, si moi je veux savoir si dans ma région, d'ici 50 ans, est-ce que l'endroit où j'habite, ce sera inondable ou pas ?
Alors, à la fin, ça devrait être disponible. Après, on va passer par le filtre de l'État et de la région. À partir de quel moment cette donnée sera disponible, ça, on ne sait pas. Ni le CEREMA le sait, ni Hydroclimat, BRGM au moins. Donc, mais la finalité, c'est quand même la diffusion de cette donnée-là. Sous quelle forme aussi ? Sous quelle forme cette donnée sera diffusée ? C'est encore en discussion. Et voilà. D'accord. Donc maintenant, c'est le moment de faire pression pour qu'elle soit largement diffusée. Est-ce qu'il y a une remarque ou une question ? Bonjour, Nicolas Caparas, Société Énergie. J'aurais deux questions, j'en profite, le micro est à moi. La première, c'est sur les données de Météo France qui ont été mises à disposition donc en 2023, donc sur leur prise en main, sur la qualité des données. Déjà, est-ce que c'était des données pour des gens habitués, plutôt facilement exploitables ? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et enfin, sur votre étude, est-ce qu'il est prévu dans votre méthode un suivi, vu qu'on la météo, on en reçoit des données au quotidien, est-ce que vous avez prévu un suivi quotidien des indicateurs, un petit peu de streaming de données, des choses comme ça ? Alors sur la qualité des données, alors il y a cette donnée publique qui est, vous l'avez dit, disponible depuis début 2023, ouais, c'est ça Il me semble. Ouais, voilà. Et puis là, donc du coup. Alors, en fait, je suis en plein dedans là. Je m'occupe de ça. Je commence à peine cette partie-là. Et donc, il y a bien ce téléchargement de données, mais il y a beaucoup de questions derrière de cette qualité, même si il y a un indicateur dans les tableaux de Météo France. Mais je vais me rapprocher de Météo France parce qu'il était un temps où ils homogénéisaient en fait l'ensemble de leurs données. Et moi, ma question que je vais poser à Météo France, c'est est-ce que toutes les données, vu qu'on va utiliser toutes les données de l'ensemble des stations de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, toutes ces données ont été normalisées, homogénéisées, et est-ce que je peux les utiliser de la même manière ? Donc c'est l'une des premières questions que je vais en fait poser à Météo France. Je vais les solliciter là-dessus. Après, c'est l'accès à la donnée. Est-ce qu'on travaille sur des données horaires, des données quotidiennes, des données infra-horaires ? Et là-dessus, c'est encore un autre accès. Enfin, pour la donnée quotidienne, pas de souci. La donnée horaire, j'ai pas encore testé, mais ça devrait être encore accessible. Infra-horaire, quand on travaille sur des événements climatiques extrêmes, ça serait intéressant, mais ça, c'est pas disponible. En tout cas, en l'état. Et donc ça, c'est des questions qui se posent sur la donnée, et aussi sur toutes les questions. On peut avoir un historique très long d'une station, enfin d'une ville ou d'une station, mais en réalité, il y a eu plusieurs stations qui ont été éventuellement déplacées aussi, même à quelques centaines de mètres. Et donc, on ne peut pas utiliser cette donnée de la même manière. Et donc, il faut différencier cette donnée météo et voir un petit peu comment on peut l'utiliser, en tout cas dans le cadre de cette étude. Donc après, c'est un peu au cas par cas en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, pour répondre à la question sur l'actualisation de ces indicateurs, une fois que c'est en place, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place, on pourrait actualiser cette donnée au quotidien dans le futur.